C'est ici, au collège Christ-Roi de Bout, petite localité située à environ 84 km de Yaoundé, la capitale du Cameroun, que tout a commencé. Nous sommes dans les années 1988-1989. La sœur Brigitte Mouloulou, alors membre de la congrégation des sœurs religieuses Filles de Marie, assure la fonction de directrice de ce collège. Très vite, elle est confrontée à un phénomène quelque peu étrange. Beaucoup d'élèves ne s'acquittent pas régulièrement de leurs frais de scolarité. Chaque fois que je faisais sortir les internes qui constituaient le plus grand nombre des élèves de l'établissement, il y a certains qui partaient pour toujours. Ils disaient que leurs parents sont très malades. D'autres qui revenaient carrément blanc. L'argent ne rentrait pas. J'ai pris un certain nombre d'enfants pour qu'ils m'accompagnent où habitaient leurs parents. Effectivement, j'ai trouvé des couples malades, certains couples en phase finale. Il y avait plus de 30 personnes couchées qui attendaient la mort. Et parmi ces personnes, j'avais certains des parents d'élèves. Je les ai amenés à l'hôpital. On les a consultés. On leur a donné les médicaments. Mais le docteur Freeman m'a dit que, ma soeur, tu sais, tous ces gens-là vont mourir. Il y a une nouvelle maladie qu'on appelle le sida. Il n'y a pas les médicaments. Ils vont mourir. En une seule année, on avait enregistré beaucoup d'orphelins. Et comme je suis partie dans les quartiers, j'ai vu la situation, je ne pouvais pas faire sortir ces enfants. J'ai eu l'idée de lancer des champs communautaires pour compenser la pension aux fruits que nous allons retirer des plantations du collège. Je me suis dit, voilà ces enfants que j'encadre au collège, eux, ils étudient gratuitement en travaillant pendant les vacances et les congés et les autres. Ça a fait un déclic. C'est là que j'ai décidé de m'occuper d'eux, de m'occuper des malades de sida et des orphelins de sida. J'ai vu au loin l'ampleur de la situation. La première personne ici au Cameroun qui a prononcé le nom orphelin de sida, c'était moi. Et tout le monde m'a pris comme une religieuse faux-folle. Elle n'est pas faux-folle. Elle vient juste de recevoir un appel intérieur, mais un appel difficile qui la place devant un dilemme. Rester au sein de sa congrégation, les Filles de Marie, ou se lancer dans sa nouvelle vocation, le volontariat aimant. Poussée par une ardeur passionnée, elle choisit finalement de s'occuper des malades et des orphelins du sida. Lorsque la sœur m'a fait part de ce projet, j'ai été frappé parce qu'elle, religieuse de cette époque-là, avait eu déjà à travailler selon les directives de ses supérieurs. Mais comment a-t-elle pu sentir la gravité du sida et l'importance qu'il y avait à s'occuper des orphelins du sida? Alors, je me suis dit, il y a là une intuition qui est vraiment remarquable. Intuition remarquable pour une cause noble. Sa résilience à toute épreuve, acquise dans le scoutisme, l'aide à sillonner, sans grande difficulté, les quartiers pauvres de Yaoundé, la capitale. Non seulement elle sensibilise sur les dangers et les conséquences du sida, mais aussi et surtout, elle soulage les malades et les orphelins de cette terrible pandémie. Et dans ce volontariat aimant, elle découvre l'horreur au superlatif. Des malades abandonnés, chassés du monde des hommes. Quand je pars rendre visite à la malade, qui est dans la même maison, qui est dans une chambre à côté, je leur demande comment va le malade. Ils me disent, depuis le matin, on n'est même pas parti là-bas parce que tout le monde avait peur. C'est moi qui leur annonçais même que tel malade qui est dans la chambre est déjà mort. Finalement, c'était déjà mon problème et j'étais obligée d'assister à chaque enterrement. C'est ainsi qu'un jour, nous sommes dans un enterrement
d'une femme, son mari était déjà mort. L'enterrement fini. Tout le monde part. Un des plus petits vient me tenir par la bille comme ça, c'est comme ça. Elle m'a dit, maman, je vais venir avec vous. Quand les autres ont vu, ils sont venus autour de moi. J'ai regardé les gens pour voir qui va prendre ces enfants qui sont restés avec moi au bord de la tombe. La personne, tout le monde est parti. J'ai mis les enfants dans ma voiture. Nous sommes partis dans ma chambre. C'était en Coletton. Il n'y avait même pas de fenêtre. 2 semaines après, je suivais une malade. Quand j'arrive chez elle, parce qu'on lui a donné la chambre derrière la maison, une toute petite chambre, je frappe la porte, personne n'ouvre. Je pousse dans la porte. Je trouve que la maman est morte, mais elle était couchée avec son garçon, un garçon de 6 ans, qui ne savait même pas que sa mère est morte. Cette histoire m'a bouleversée. Je ne savais comment dire à l'enfant que maman n'est plus. Je l'ai réveillée doucement. Je lui dis, allons au centre. Elle appelle maman. Maman, je lui dis que non, maman dort. Allons. Je l'ai portée dans ma voiture. Je l'ai amenée dans ma chambre. Voilà le 5e enfant. Et je suis revenue occupée du corps. J'ai commencé donc avec 16 enfants dans ma chambre. Une petite chambre sans fenêtre. Malgré tout, la sœur ne se décourage pas. Elle poursuit imperturbablement son nouvel apostolat. En plus de s'occuper des malades et des orphelins du sida dans les quartiers, elle prend part aux réunions et séminaires sur la terrible pandémie. Et un jour, un volontaire expatrié lui rend visite et découvre Éberlué, le KGB, dans lequel elle vit avec ses orphelins. La sœur, c'est ici que tu vis avec ces enfants-là, avec toutes ces odeurs-là. Tu sais, il y a j'ai dit, c'est comme ça que je vis. Il m'a dit que ce n'est pas sain de vivre avec les enfants dans une petite chambre comme ça. Et ce n'est même pas bien pour moi-même. Il m'a dit, moi-même, je n'ai pas l'argent. Moi aussi, je suis salarié. Mais est-ce que tu ne peux pas bâtir une petite maison même en planche? J'ai dit, je peux le faire. Il m'a donné un peu d'argent. C'est comme ça que commence donc le centre d'accueil. Le rêve de la sœur commence à devenir réalité. Il faut légaliser la structure et lui trouver un nom de baptême. Comme c'est très souvent le cas, les idées s'opposent et se superposent. Finalement, ce sera le centre d'accueil de l'espoir. Au fil des ans, la demande devient de plus en plus pressante, au point où la religieuse ne sait plus à quel saint se vouer. Elle découvre alors la difficulté qu'il y a à mendier pour les autres. J'ai fait beaucoup de demandes. Mes demandes n'aboutissaient pas. J'ai dit il faut que je m'adresse aux Caritas européennes. C'est comme ça que le père Jean-Claude Souette, il était procureur à la procure ici à Yaoundé. Lui aussi, il a été au courant de ce que je faisais au quartier. Il m'a dit, si tu restes ici au Cameroun, tu écris des lettres, des demandes d'aide, tu n'auras rien. Il faut que tu te déplaces, que tu ailles en Europe. Toi-même, tu frappes aux portes des organismes. Je vais t'aider à payer le billet d'avion. Si tes démarches aboutissent, tu me rembourses l'argent. Il m'a dit comment faire. C'est comme ça que j'ai donc commencé à voyager. Et dans mes voyages-là, j'ai rencontré un prêtre spiritain, le père Friou, lui-Marie, à Paris. Il me dit, est-ce que tu peux me montrer tes projets? Je lui ai montré les projets. Entre autres, il me dit donc que quand je vais venir là-bas, moi je suis missionnaire en Centrafrique. Comme je vais aller en Centrafrique, je vais m'arrêter au Cameroun pour voir ce que tu fais. Effectivement, il est venu. Il me dit, où sont tes bureaux? Je lui dis que moi, je n'ai pas de bureau. Il rit, il dit non. Quand tu fondes une association,
la première chose, c'est d'avoir une adresse. Il me dit, demande même un vieux garage. Tu arrives si on te donne un vieux garage, mets ta petite table, mets ta chaise et tu écris les centres d'accueil de l'espoir. C'est ça, avoir l'adresse. J'ai loué 2 petites chambres à Dakar pour faire les bureaux. Une petite chambre, c'était pour exposer les documents, mon matériel éducatif et tout. L'autre petite chambre, c'était pour accueillir les personnes séropositives, les enfants et les gens qui veulent venir me voir. Il y a encore des écritures qui finissent déjà sur cette clôture, écrit les centres d'accueil de l'espoir. Entre-temps, le père Friou m'appelle. Il me dit, ça m'a fait pitié quand j'étais là-bas au Cameroun. Je connais un organisme qui aide. On l'appelle Pro Victimis. Je vais faire un projet pour toi. Je te conseille de trouver des vieux bâtiments quelque part qu'on peut rénover. C'est ainsi que j'ai trouvé les vieux bâtiments là où nous sommes. Alors, le projet a abouti, pas pour les constructions, comme on a filmé ces vieux bâtisses-là, on a envoyé ça en Suisse. Pro Victimis a accepté de rénover. Malgré toutes les campagnes de sensibilisation menées au Cameroun, le sida continue de faire des ravages. Alertée, une équipe de journalistes allemands et suisses décide d'enquêter dans les quartiers pauvres de Yaoundé. J'ai rencontré le ministre Moné Kosso. Il me dit, ma soeur, j'ai entre mes mains des Suisses allemands, des journalistes qui veulent marcher dans les quartiers pour voir comment la lutte contre le sida se passe au Cameroun. Et personne ne peut le faire. Mais on m'a dit que c'est toi qui peux le faire. Il me dit alors, ces Suisses allemands, ils ont dit qu'ils aimeraient que le matin, ils marchent avec quelqu'un jusqu'à la fin, de la journée, et ils font comme ça une semaine. Je lui ai dit, même s'il faut marcher dans les quartiers pendant un mois, je peux le faire avec eux. On partait le matin à 8 h, on revenait vers les 20 h. Quand les gens ont marché 3 jours, ils étaient fatigués, ils m'ont dit que ça va, ça suffit comme ça. Quelques semaines plus tard, le film sur la lutte contre le sida dans les quartiers pauvres de Yaoundé est diffusé dans une chaîne de télévision suisse. Le feedback est positif et les retombées immédiates, répercutées à la sœur par un père bénédictin du monastère du Mont Fébé de Yaoundé. Ma sœur, j'ai une petite chose pour toi, une petite enveloppe. Il y a une dame suisse qui vous a envoyé cet argent. Et la dame suisse l'a dit, quand tu iras encore en Europe, tu pars la voir. Quand il me donne l'enveloppe, c'était une somme de 800 000. Quelle a été ma joie. J'avais de quoi acheter la nourriture aux enfants et de régler les petits problèmes. L'appétit venant en mangeant, la sœur Brigitte Mouloulou entreprend un voyage dit de récolte en Europe. Occasion pour elle de faire la connaissance de la donatrice suisse dans la principauté du Liechtenstein. Elle m'a bien accueilli. Elle me dit, on a montré vos images à 1 h du matin ici. Quand on a dit ça aux informations qu'on va montrer comment une religieuse noire, africaine, camerounaise travaille dans les quartiers de Yaoundé. Et on a donné l'heure. J'ai dit, je veux regarder cette émission. Et non seulement je l'ai regardée, j'ai copié. Elle me dit donc que j'ai travaillé dans un petit organisme. On va aller les voir. On a projeté ça. Tous les gens sont venus voir. Si par exemple, comme je suis là et que les gens d'ici sachent mon état, connaissent bien mon état, il fallait voir comment ils devaient déjà chanter ici. Oh, sida, partout. Ils m'ont demandé, du coup là, qu'est-ce que vous avez besoin? J'ai dit, Fulani, il n'y a pas d'eau. Il me dit, donc vous voulez un forage? J'ai dit oui. Ils m'ont demandé, le forage, c'est combien? En ce temps-là, les forages, c'était 15 millions. Je leur ai dit 10 millions. Ils ont signé le chèque
directement là, séance tenante. Le même jour, la femme l'a dit, nous partons voir notre vicaire général. On a projeté les images. Le vicaire général a vu des petits baptistes, de rien du tout. Il a dit, je vois que les enfants là sont mal logés. Il m'a demandé, est-ce que tu as le projet pour la construction du centre? Je lui donne le projet. Il me dit, ça c'est un gros projet. Je vais demander un partenariat avec Monsieur Allemagne et je vais aussi chercher un autre bailleur pour qu'on construise le bâtiment. Ils ont trouvé la première tranche. Ils ont donc fait les grosses œuvres de ce bâtiment. En mois de décembre, le bâtiment-ci est à terre. Je me suis assise ici sur la cour parce que je n'avais pas de mots. Je vois la porte qui s'ouvre. C'est qui? Un Suisse qu'on appelle Eric Linder. Avec trois autres Suisses, ils sont à 4. Il me dit, la sœur, qu'est-ce qu'il y a, pourquoi? J'ai commencé seulement à verser les larmes. Je leur montre la maison. Il me dit, ma sœur, tu es vraiment une personne bénie de Dieu. Nous avons beaucoup d'argent dans notre compte association. C'est comme ça que les Suisses là construisent le rez-de-chaussée et le premier niveau. Au bout du compte, et malgré les difficultés rencontrées, sœur Brigitte Mouloulou semble satisfaite d'avoir fait, il y a plus de 30 ans, le choix du don de soi au profit de ceux et celles à qui la vie a presque tout refusé. Tant qu'on ne fait pas sortir, on ne fait pas sauter cette honte, on ne peut pas avoir de bons résultats. Avec un ego mesuré, elle a su se donner à elle-même seulement un quart de ses préoccupations et les 3 autres quarts pour la réussite de ses enfants, orphelins du sida ou vulnérables sur qui, à vrai dire, personne n'a osé miser. Avec les menus et une audace naïve, elle a déclaré la guerre au sida et à la misère physique et morale, la seule guerre légitime qui vaut la peine d'être menée. Tous ces membres que vous voyez sont arrivés ici dans cette usine à émotions, à l'âge où les enfants croient encore au Père Noël. Ce peuple immense des GF1 et de ventre à drame est en majorité issu de familles sans pain ni rien. Ici, la vie leur propose un autre arôme, celui de l'amour auquel tous les enfants de leur âge aspirent et ont droit. Tous les jours que Dieu a créés, les encadreurs, dévoués et déterminés, tentent de guérir en eux des cicatrices profondes et parfois répétitives que le sida et la vie leur ont laissées. Ils essaient de recoller chez eux des passés, parfois durs et tristes. Ils sèment en eux la graine de l'amour pour jouer ensemble, manger ensemble, se lever ensemble, étudier ensemble, prier ensemble. Chaque fois que j'arrive ici, je suis en admiration de voir le développement qu'a pris cette structure du centre d'accueil de l'espoir. Au plan infrastructurel, c'est évident. Il y a quelques années, on n'aurait pas imaginé qu'il y aurait ici un bâtiment de 3 niveaux. Mais bien mieux, le travail même qui se fait pour accueillir les orphelins du sida, garçons et filles, pour les accompagner, pour travailler à leur insertion sociale, c'est admirable. Pour des besoins d'efficacité, la sœur Brigitte Mouloulou décide de s'attaquer à tous les volets de la lutte contre le sida au Cameroun.
La structure initiale éclate alors en 3 démembrements. Le premier, c'est le centre d'accueil temporaire de l'espoir des Foulanes à Yaoundé. Il a pour mission d'abord d'accueillir les orphelins du sida et les enfants vulnérables. Ensuite, procéder à leur réinsertion sociale ou insertion socio-professionnelle. Les modalités de recrutement du centre d'accueil, c'est d'abord l'identification de ces enfants orphelins pour voir le degré de vulnérabilité de ces enfants. Une fois ces orphelins et enfants vulnérables que nous appelons communément les OV recrutés, nous leur offrons donc les prises en charge. Par exemple, la prise en charge psychomotrice, c'est-à-dire quand ils arrivent, nous voulons voir leur poids, leur taille, pour pouvoir faire le suivi et voir s'ils évoluent bien au niveau morphologique. Après cette prise en charge psychomotrice, nous avons la prise en charge psychologique. Nous essayons de détecter les chocs émotionnels que ces enfants ont eus et de les réparer par l'ambiance du centre pour qu'ils se sentent aussi comme les autres enfants. Nous avons la prise en charge psycho-affective, c'est-à-dire que nous revoyons toujours le déficit d'affection que ces enfants ont eu en famille. Et étant une fois ici, nous leur présentons le centre qui est déjà avec les encadreurs et tout ce monde-là. Nous leur présentons le centre comme le substitut parental. En dehors de cette prise en charge psycho-affective, nous avons la prise en charge psycho-cognitive. C'est-à-dire, nous voulons voir le niveau, le degré intellectuel de ces enfants qu'on appelle communément le quotient intellectuel de ces enfants et pour y remédier avec beaucoup d'autres activités comme la lecture, l'apprentissage des tables de multiplication et tout ce qui vient pour essayer de relever ce quotient intellectuel-là. Nous avons la prise en charge psychopédagogique elle-même qui vient donc avec tout ce que nous faisons pour la scolarisation de ces enfants, pour un rendement scolaire meilleur. C'est-à-dire, nous les inscrivons à l'école, nous nous occupons de leur fourniture scolaire, nous achetons les livres, les cahiers, les crayons, les bics, tout l'accessoire avec lequel ils peuvent étudier. Nous leur donnons même, nous mettons à leur disposition des répétiteurs qui peuvent après l'école les répéter, les mettre de soutien. Et tout cela concourt donc pour un rendement scolaire meilleur. Ils viennent à partir de 5 ans et ils commencent, pour ceux qui sont franchement en retard, ils peuvent commencer à la maternelle. Mais le plus souvent, c'est à la CIL. Ils se lèvent à 5 h du matin et de 5 h à 5 h 15 minutes, ils sont en train de faire leur lit, de dresser leur lit. De 5 h 15 à 5 h 30, ils font la prière. 5 h 30, 6 h, ils vaquent aux petites occupations, c'est-à-dire les petites charges, la propreté de leur centre, nettoyage du centre, balayage, ils essuient leurs aires, les dortoirs, là où ils mangent, ainsi de suite. Ça, c'est des petits travaux du matin. À 6 h, ils vont faire leur toilette. À 6 h 30, ils prennent leur petit déjeuner. Après la prise du petit déjeuner, ils font des rangs et à 7 h, ils se dirigent vers l'école.
Quand ils rentrent à 13 h, ils font donc le tour de bain. Les filles s'avancent et ensuite elles sont suivies par les garçons. Après tout cela, ils font la table, ils font le service et ils mangent. Amen. Après avoir mangé, ils ont un petit temps de pause. Après cette pause, l'animateur socio-culturel qui peut arriver et il les prend. Ou alors, c'est l'animateur sportif selon leur programme. Nous sommes dans la somptueuse salle de spectacle, d'activités socio-culturelles des centres d'accueil de l'espoir des Foulanes. Et dès qu'ils finissent donc ou le sport ou l'animation culturelle, vers 17 h 30, les maîtres de soutien commencent donc à défiler. Et ils les prennent pour encore des révisions et des révisions. Donc ces révisions vont se terminer vers 18 h 45. À 18 h 45, donc, on sonne et ils recommencent donc à faire la table pour le repas du soir. Dès qu'ils finissent donc le repas du soir, alors ils recommencent donc à mettre tout en ordre, la vaisselle et tout, et après ils vont donc se coucher. Et ils se couchent d'habitude à 20 h. Pour éviter cet enfermement, parce qu'ils vivent en institution, ils vont en excursion. Par exemple, il n'y a pas le... Oui, ça c'est très bête. Vous voyez grand-père, voilà un des fondateurs du Cameroun. Voilà encore l'autre, un bateau. Regardez sur la page.
ils ne sortent qu'en groupe pendant ces visites ou ces excursions-là. Et ils ont des visites. Nous permettons à leurs parents, ce qui leur reste comme parents, de venir de temps en temps leur rendre visite. Il y a une visite obligatoire, c'est chaque dernier samedi du mois où ces parents eux-mêmes doivent assister à une réunion que nous avons appelée école des parents. Donc ils viennent donc à cette réunion, mais cela ne veut pas dire qu'ils ne doivent pas venir entre-temps parce que nous avons vu qu'ils étaient tellement en manque d'affection et hormis l'affection que nous leur donnons ici, il faut aussi qu'elle soit franchement complétée par l'affection de leurs parents. Ils sortent aussi pour aller en congé. Par exemple, les congés de Noël, ils vont en congé comme tous les autres enfants. Ils quittent un peu le centre pour retrouver leur famille. Après obtention du CP, qu'on les remet donc, on les réinsère donc dans leur famille d'accueil et d'origine parce que le centre ne fait pas dans l'adoption, non. Juste le temps de les encadrer, d'essayer de les relever et de les remettre en famille. Les enfants qui sont suivis dans les familles d'accueil et d'origine sont issus des enfants qui sont arrivés en fin de séjour ici au centre d'accueil temporaire de Foulane et qui ont obtenu leur diplôme de fin d'études primaires. Ils sont donc réinsérés dans leur famille d'origine et parfois dans les familles d'accueil. Le suivi continue, mais dans ce volet, le suivi est partiel, c'est-à-dire il concerne plus le volet scolaire. À ce niveau, les enfants sont inscrits dans leur établissement par l'éducatrice. Ils bénéficient de fournitures scolaires qui sont achetées et mises à leur disposition. Dans les cas les plus saillants, la prise en charge sanitaire intervient dans certains cas. Et aussi la prise en charge alimentaire quand nous constatons que l'indigence est avérée dans certaines familles qui n'arrivent pas à prendre les enfants en charge. Ces enfants sont donc dans le secondaire, l'enseignement supérieur et les cycles de formation. Et spécialement 5 que nous avons à l'association musulmane Darussalam qui sont dans le cycle primaire. C'est seulement parce que de par leurs us et coutumes, ces enfants ne peuvent pas intégrer le centre pour y vivre. C'est pour cela qu'on leur a accordé cet espace-là de rester chez eux et d'être pris en charge étant chez eux. Le deuxième démembrement s'occupe non seulement de sélectionner les enfants en difficulté pour une éventuelle prise en charge partielle ou totale au centre d'accueil temporaire, mais aussi de l'éducation et de la sensibilisation sur le sida dans les quartiers pauvres de Yaoundé. Le volet éducation-sensibilisation est constitué de 15 éducateurs communautaires, n'est-ce pas, qui sont repartis en 6 équipes de 2 et une équipe de 3. Cette équipe, n'est-ce pas, sillonne au quotidien les 7 arrondissements de la ville de Yaoundé, dans l'optique, n'est-ce pas, de la transmission du message de santé et relatif à la prévention des IST VIH-Sida, les maladies opportunistes liées au VIH-Sida, la prévention en transmission mère-enfant du VIH et bien évidemment la vulgarisation des méthodes du planning familial. Au début de chaque quinzaine, n'est-ce pas, chaque équipe, n'est-ce pas, dépose son planning de centre sur le terrain auprès de la cellule de coordination. C'est sur la base de ces 7 planning familial que cette cellule va assurer le monitoring, n'est-ce pas, des descentes sur le terrain. Et à la fin de chaque quinzaine du mois, nous nous retrouvons ici à Siméon, dans le cadre de la réunion d'harmonisation qui nous permet, n'est-ce pas, d'avoir une vue panoramique, n'est-ce pas, de l'action des éducateurs communautaires sur le terrain. Très bien, même. Ça, c'est la colle forte.
l'éducation sensibilisation a noué, n'est-ce pas, une série de partenariats. Il s'agit au demeurant, n'est-ce pas, d'établir des accords de collaboration avec toutes les structures qui œuvrent dans le même domaine d'intervention que les centres d'accueil de l'espoir. L'objectif ici est, n'est-ce pas, d'obtenir des données statistiques relatives, n'est-ce pas, à la séroprévalence. Il est également question, n'est-ce pas, de mutualiser les expériences. Nous avons sollicité les centres d'accueil de l'espoir parce que déjà c'est une association que nous connaissons déjà depuis très longtemps. Nous les avons vus en œuvre plusieurs fois et par la grâce de Dieu, nous avons travaillé ensemble. Et nous savons quelle est leur puissance, leur force dans ce domaine de la sensibilisation. Nous n'avons pas pu trouver mieux dans tout Yaoundé que eux. La réalisation des campagnes de santé. Elles sont globalement axées sur, n'est-ce pas, le dépistage volontaire et gratuit du VIH. Concrètement, la campagne de santé consiste en l'allocation d'une unité mobile de lutte contre le VIH-Sida auprès du groupe technique régional du centre du Comité national de lutte contre le sida. Cette unité mobile est mise à la disposition des populations afin de permettre à chaque membre, n'est-ce pas, de connaître son statut sérologique. Au-delà du dépistage volontaire et gratuit, la campagne de santé intègre également d'autres paramètres, à savoir la réalisation des tests de la goutte épaisse pour le paludisme, la glycémie à jeun, la tension, la prise de poids. Ces deux activités, c'est-à-dire les tests de dépistage et d'autres paramètres, sont, n'est-ce pas, réalisés par les experts du ministère de la Santé publique. Je viens de faire mon test de dépistage de sida qui est très important pour la vie également, pour s'assurer de sa sérologie. Tout ce que nous pouvons souhaiter, c'est que des occasions comme celle-ci se reproduisent pour le bien-être des populations. Comme l'a dit un proverbe chinois, je cite, c'est par la cœur qu'on reconnaît les intentions de la vivité. Certes, l'accueil que nous vous réservons, si modeste soit-il, parle d'un très profond sentiment de reconnaissance des populations de Tchadjok. Tous les malades sont très émus parce qu'ils ont eu beaucoup de remèdes en rentrant. Nous demandons au centre d'accueil de l'espoir de Yaoundé de revenir de temps en temps nous soigner à domicile en Bankomo. Troisième et dernier démembrement, c'est le CEPAS, le Centre des activités socio-économiques situé en Kouaban, une banlieue proche de Yaoundé. Les jeunes âgés de 18 à 32 ans, devenus très tôt chefs de famille, reçoivent ici une formation dans les métiers agro-silvo-pastoraux. Le recrutement de ces enfants commence par la signature d'un accord de partenariat avec la commune ciblée. L'accord établi, l'équipe technique se déploie sur le terrain
pour la prospection et la sensibilisation de ces jeunes à travers les différentes chefferies. Tout ce que nous pouvons faire, c'est d'exciter ces enfants à aller se faire former. Je pense que notre rôle, c'est aussi ça, en tant que parents et chefs, de voir que nos jeunes sont occupés quelque part. Ce qui m'a motivé à accepter la formation de l'élevage, c'est parce que depuis mon enfance, j'ai rêvé de faire ça. Si vraiment on nous a donné cette chance de faire cette formation, on ne peut pas refuser. Les enfants qui vont se manifester par leur engouement et leur volonté vont passer une enquête sociale. L'enquête sociale va permettre d'évaluer le degré de précarité et d'engouement de chaque enfant. Il y aura donc une liste déjà de pressentis. Ces pressentis vont donc venir au site pour faire la visite d'imprégnation. Cette visite d'imprégnation permettra aux enfants d'apprécier le site où ils vont faire la formation. Après donc la visite d'imprégnation, une liste définitive sera établie. Et c'est ces enfants qui seront sur la liste définitive qui vont intégrer définitivement le centre pour le début des cours. La formation est faite en deux phases, la phase théorique et la phase pratique. La phase théorique, ça se passe ici au centre, ici en Kouaban. Les cours débutent ici à 8 h et s'achèvent à 15 h. La phase pratique, c'est d'abord ici et puis ils se spécialisent beaucoup plus à l'école pratique d'agriculture de Bingela, là où on trouve les grands ateliers dans ces domaines-là. Tout commence d'abord au niveau de l'escra, qui est en quelque sorte la terre. Il faut avoir une bonne terre déjà. Et maintenant, nous les mettons dans des pots. Ensuite, on nous apprend aussi à ensemencer. Ça, c'est un verger de limon, citron, un peu de tout. Nous sommes à présent du berger de mangue greffé. Comme vous pouvez le constater, on a plusieurs variétés ici. Là. On a les Kate, on a les Ken et les Maya. Présentement, nous sommes dans l'un de nos champs, le champ de piment. Donc, spécialement une variété différente d'autres variétés qu'on fait d'habitude. Cette variété, c'est bec d'oiseau. C'est plus utilisé dans la fabrication des sardines pimentées. Voici actuellement le champ de maïs du KS. On l'a semé, ça fait 2 mois et demi aujourd'hui. Nous avons là près de 2 hectares de champs de maïs. Ça, c'est la poussinière. On s'est divisé en 4 parties. Donc, on a scindé les poussins. C'est-à-dire que lorsqu'ils finissent de manger, qu'ils ne perdent pas le poids. C'est-à-dire de traverser de l'autre côté. Ils sont trop petits. Oui, ils sont à 2 jours. Nous encadrons le temps de vérifier tout un chacun, le niveau de tout un chacun. Donc tout se passe vraiment très bien. Le KS est l'un des partenaires privés que nous avons ici. C'est en sorte un appui technique que nous fournissons au KS pour que
cette structure qui n'est pas une structure de bienfaisance puisse se développer en son sein un centre de formation comme le nôtre, dont nous participons à la formation des formateurs. Nous participons également à fournir à leurs apprenants l'expérience pratique qu'il leur faut dans les domaines qu'ils ont choisis. Donc d'année en année, nous hébergeons ici un certain nombre de jeunes qui sont sous la houlette des CAES et je crois que la satisfaction est mutuelle jusque-là. Après Bingala, les apprenants rentrent au CEPAS pour préparer l'examen de fin de formation qui est organisé par le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Au terme de ces examens, les apprenants obtiennent le CQP, c'est-à-dire le certificat de qualification professionnelle. Conséquence directe de ces 3 démembrements, la structure change de dénomination et devient Association des centres d'accueil de l'espoir. Une association reconnue d'utilité publique au Cameroun et qui jouit du statut consultatif spécial auprès du Conseil économique et social des Nations Unies. Il faut préciser ici que le bilan jusque-là, jugé positif de ce volontariat aimant, est le résultat d'une œuvre collective. On a tenu bon. Le conseil d'administration, le comité technique, la direction générale et les membres, les gens qui travaillent avec nous, on a tenu bon. Pendant 30 ans, les enfants que nous avons eus ici au centre qui sont venus, qui avaient 5 ans, 12 ans, 9 ans, aujourd'hui, il y a beaucoup qu'on a réinsérés. Il y a même ceux qui sont des fonctionnaires en A2 aujourd'hui. Il y a d'autres qui ont appris un métier et qui sont installés chez eux. Mais avec la conjoncture actuelle, parce que nous vivons ce que les familles vivent aussi, on se retrouve avec beaucoup aujourd'hui qui sont des diplômés de l'enseignement supérieur qui n'ont pas de travail. On leur demande même de se reconvertir. Bien sûr, ils se reconvertissent, mais pour s'installer, ils n'ont pas d'appui pour s'installer. Et au niveau des Caritas européennes, ils nous disent carrément qu'ils n'ont plus d'argent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut fermer. La sœur Brigitte Mouloulou n'est pas le genre à blasphémer son destin. Alors, la belle aventure, la grande aventure va continuer. Surtout que la moisson est abondante. À ce jour, plus de 1000 enfants ont trouvé leur bonheur au centre d'accueil de l'espoir de Yaoundé. Et ces enfants n'ont jamais oublié celles et ceux qui leur ont tendu la main au moment où ils en avaient le plus besoin. Je suis arrivé au centre, j'avais 14 ans, je faisais le complémentaire 1. On m'a mis à l'école, on m'a payé la formation. Je tiens vraiment à remercier la Reverende Sœur pour ce qu'elle fait pour nous, parce qu'elle nous a vraiment beaucoup aidé dans la vie. Je suis au niveau 3 à l'université de Yaoundé 1 parce que je suis en cycle licence. Le centre d'accueil de l'espoir est un lieu où vraiment on retrouve tout ce dont nous avons besoin. Les éducants s'occupent de nous normalement, ils s'occupent de nous comme leurs propres enfants. Je suis en niveau 1 à l'université de Mouakele en filière biosciences. Donc, depuis que je suis au centre, le centre m'aide vraiment beaucoup. Et je dis merci à la révérende sœur car elle a beaucoup fait pour moi. Depuis 2009, le centre m'a soutenu, que ce soit de façon morale, que ce soit de côté matériel. Sur le plan académique, d'abord, j'ai fait sciences biomédicales, donc j'ai un master en santé publique. Sans les centres d'accueil, je n'aurais pas pu percer facilement. La sœur a décidé de me prendre en charge sur le plan scolaire. Elle a donc payé mes études, la classe de seconde, jusqu'à, je peux dire, à l'université. Et je ne peux que remercier la sœur pour tout ça. Et remercier également le bon Dieu qui l'a placé sur mon chemin. J'ai été encadrée au centre d'accueil de l'espoir Foulan depuis l'âge de 9 ans. Vraiment, j'ai reçu une éducation qui a fait de moi celle que je suis aujourd'hui. J'ai choisi vraiment ma vocation, une profession où je peux vraiment m'exprimer. Comme vous avez pu constater, c'est un institut de beauté, donc je suis esthéticienne, cosmétologue.
Et vraiment, grâce à mon mari qui est ici communicateur d'entreprise, cette société a évolué et j'espère qu'elle évoluera encore plus. Je suis maman, je suis une épouse et j'ai une entreprise. Elle a toutes les valeurs qu'incarne la femme. Au-delà de la beauté physique, il y a la beauté intérieure également qui compte. Donc elle a toutes ces valeurs-là et par-dessus tout la crainte de Dieu. Et c'est ça le plus important. Je pense que c'est ce qui m'a le plus attaché à elle. Vraiment, je veux dire merci à la sœur Brigitte Mouroulou. Je voudrais d'abord remercier très sincèrement tous ceux qui ont contribué à faire connaître et à faire développer cette œuvre. Alors à tous les bienfaiteurs, vraiment, je dis très sincèrement et modestement, je ne peux pas faire plus. Grand merci. Pour un monde bien meilleur, nous chantons dans la nuit. 1001 chansons d'amour en attendant le jour où ensemble, oui la main dans la main, nous lutterions pour un meilleur demain, croyez-nous. Ensemble nous pourrions faire harmonie et comme un arc-en-ciel qui décore le jour, mixer toutes les couleurs du monde ici et chanter la plus belle des mélodies, l'amour.